Bonjour mesdames et messieurs, donc il est 19 heures, nous allons commencer ce conseil municipal. Donc chers collègues, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à la pèlerinaise, fidèle au poste, qui est à chaque conseil municipal. Donc nous allons commencer par l'appel des conseillers. François de Laujardière, il est présent. Cécile Mariadec. Présent. Paul Brunet est absent, il a donné pouvoir à Monsieur de Laujardière. Marie-Christine Curdeau. Pascal Monnier. Présent. Brigitte Doucet. Présent. Jean-Luc Billan. Présent. Valérie Lallemand a donné pouvoir à Madame Doucet. Philippe Berthoud. Présent. Patrick Gavouillère. Monique Serrault a donné pouvoir à Monsieur Gavouillère. Patricia Théier. Jean-Luc Lécuyer. Jackie Plénaud. Alain Lecause. Sylvia Brizard. Thibaut Goupil. Adélaïde Fourage. Thomas Lecam a donné pouvoir à Monsieur Berthoud. Virginie Merlet. Mathilde Kerfourne a donné pouvoir à Madame Mériadec. Jean-Michel Moussu. Christian Dréan. Emmanuel Labarre. Nicolas Lécureuil. Anne Pérez. Christelle Dellerue. Jean-Luc Michonneau. Et Françoise Paquet a donné pouvoir à Monsieur Michonneau. Très bien. Donc pour ce conseil municipal, la secrétaire de séance sera Adélaïde Fourage et je l'en remercie. Nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Avez-vous des remarques sur ce procès-verbal? Monsieur Michonneau. Quand c'est rouge, c'est bon. Ils ne sont pas allumés. Vous pouvez les allumer, là? Non, moi non plus, t'as pas tout éteint. Ah, j'ai peut-être... Et là? J'ai coupé le mien. Ouais. Ah, ça marche. Voilà, faut que tu coupes le tien. Il y en a qu'un seul qui doit. Ah si, ça y est, c'est drôle. Faut pas laisser le doigt dessus. Faut pas laisser le doigt dessus. Là, vous l'avez plus, là? Si, si. Bon, et je... Vous arrivez à m'entendre? Merci. C'est plutôt une proposition par rapport au compte-rendu. Il est noté à différentes reprises, intervention visible avec un time code. Est-ce qu'il serait possible de noter les noms des personnes qui sont intervenues? Intervention de M. Dupont, de Mme Durand, etc., etc. Ce qui peut-être permettrait aux pèlerinais qui ont envie d'écouter les uns et pas les autres de choisir. Simplement, si ça pouvait être fait pour les fois suivantes, ça serait bien. Merci. Très bien, on va prendre votre demande en compte, Monsieur Michelin. Mis à part ça, y a-t-il d'autres remarques sur le PV? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité? Merci. Ensuite, nous allons passer à l'ordre du jour de ce conseil. Donc, nous allons commencer par le compte-rendu des décisions prises par le maire. Ensuite, une part finance RH, où il y aura donc le débat d'orientation budgétaire. Ensuite, l'autorisation d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2024. La fixation des montants de base, abrogation de la délibération 2020-32 du 4 juillet 2020 relative à l'indemnité de fonction des élus municipaux. Ensuite, la fixation des majorations, abrogation de la délibération 2020-32 du 4 juillet 2020 relative à l'indemnité de fonction des élus municipaux.
Ensuite, la reprise de concessions en état d'abandon dans les cimetières. Une part Nantes Métropole avec l'Open Agenda, donc une mise à disposition d'un outil en ligne d'agenda participatif. Ensuite, en questions et informations diverses, il y aura la synthèse des travaux et de la participation citoyenne de la commission Chanson. Et bien évidemment, nous passerons aux questions des minorités. Donc, la première et la seule décision prise par le maire, c'est une provision pour créances douteuses 2023. Donc, notre trésorier nous a demandé de rajouter 100 € dans les 4 300 € qu'il a déjà à sa disposition pour éventuellement recouvrer donc, des créances douteuses. Donc c'est pas parce qu'on a des créances douteuses qu'on doit donner 4 400 €, c'est lui qui détermine le montant. Voilà. Donc c'est un travail interne au niveau de la trésorerie. Très bien. Bon, ça c'est l'approbation. Voilà. Et après, donc nous allons passer à la première délibération. Donc c'est la présentation du rapport d'orientation budgétaire qui permet la tenue du débat d'orientation budgétaire présenté par Pascal Monnier. Ah. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce débat d'orientation budgétaire est donc une obligation et doit comprendre des éléments suivants. Les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en fonctionnement comme en investissement, avec les principales hypothèses d'évolution qui sont retenues pour construire ce budget, la présentation des engagements pluriannuels de la collectivité et des informations relatives à la structure et à la gestion de la dette. Donc c'est donc au travers du rapport d'orientation budgétaire qui vous a été communiqué que vous sont présentés ces éléments. Tout d'abord, un petit rappel, l'année 2024 s'inscrit dans un contexte général dont on peut retenir les points suivants. Toujours des incertitudes au niveau international, la remontée des taux d'intérêt qui vient fragiliser la sphère immobilière, une inflation prévisionnelle pour 2024 aux alentours de un peu moins de 3%, 2,9%, et la loi de programmation 2023-2027 qui intègre une baisse des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. Pour ce qui concerne la loi de finances 2024, il n'y a pas de bouleversement majeur pour le bloc communal et donc pour la commune. On peut y noter, entre autres, une stabilité de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, et également le fort soutien aux investissements qu'entend développer l'État en faveur de la transition écologique. Pour ce qui concerne les orientations de la commune, les lignes directrices de la construction du budget 2024 sont la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la poursuite du programme d'investissement du mandat, et placer la transition écologique dans le processus décisionnel. Et tout ça avec un seul objectif donc budgétaire, qui est de maintenir une épargne suffisante afin de conserver une capacité à investir tout en préservant la solvabilité financière de la commune pour les années à venir. Avant d'aborder les chapitres relatifs aux différentes sections, un petit point sur la dette de la commune. Je patiente pour qu'on soit en phase avec les diapos. Non, il n'y a pas de souci. Donc un petit point sur la dette de la commune. En 2023, nous n'avons pas emprunté dans la continuité d'une politique de désendettement que l'on mène depuis 2021, et ce, afin d'anticiper et de pouvoir intégrer les investissements prévus. La nature de la dette est qualifiée de non risquée et elle est composée de 9 emprunts, 7 emprunts à taux fixe, un emprunt à taux structuré, c'est-à-dire combinant une partie à taux fixe et une partie dont les intérêts sont déterminés selon un indice, et il nous reste un prêt à taux variable, mais ce dernier se termine cette année. Le taux moyen des intérêts est de 2,1%.
Le montant des annuités pour 2024, à titre d'indication, c'est 361 000 de capital et 70 000 euros d'intérêt. Donc on va aborder maintenant les recettes de la section de fonctionnement. Les hypothèses qui ont été retenues pour la construction du budget primitif 2024. Tout d'abord, une évolution d'environ 1% du chapitre des impôts et taxes pour un montant d'environ 3 500 000. On prévoit une augmentation d'environ 7% des dotations et participations pour un montant de 1 800 000. Le produit des services et du domaine représente un montant de 605 000 euros. Au total, c'est ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que les prévisions du budget prévoient une évolution de 3% des recettes par rapport au budget 2023. Et on va détailler un peu plus les points de repère qui nous ont permis de construire cette section de fonctionnement. Le chapitre impôts et taxes, il convient donc l'évolution budgétaire du produit de la taxe foncière, notre principale ressource, s'appuie sur la revalorisation des bases indexées sur l'indice des prix à la consommation harmonisé, ce qu'on appelle l'IPCH. Et donc ce taux est retenu est de 4%. Les taux d'imposition sont inchangés et ne changeront pas en 2024. En revanche, il est attendu une baisse assez significative du produit de la taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux, d'où une inscription prévisionnelle de 200 000 euros en recul de 20% par rapport à 2023. Donc là, il s'agit d'une conséquence des incertitudes sur la sphère immobilière pour cette recette qui est volatile et relativement imprévisible. Pour les dotations et participations, si au niveau national, la dotation globale de fonctionnement reste stable, il est attendu pour la commune du Pèlerin environ 1 348 000 euros, donc soit plus 4%. Et cette hausse provenant essentiellement de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation, qui sont deux dotations faisant partie de la dotation globale de fonctionnement. On peut souligner d'ailleurs que ces dotations et la hausse de ces dotations traduisent bien les caractéristiques de notre commune, à savoir un milieu encore rural et préservé, mais surtout une insuffisance de richesse fiscale. Nous avons, il convient de le rappeler régulièrement, le plus faible potentiel financier de la métropole. La dotation des aménités rurales qui avait été perçue en 2023 devrait être maintenue en 2024 pour un montant d'environ 42 000 euros. Autre ressource, la dotation de solidarité communautaire donc, sera inscrite en recette pour 785 000 euros. Mais il convient toujours de rappeler que la contribution nette de la métropole sera amoindrie par l'attribution de compensation négative pour le Pèlerin, c'est-à-dire moins 179 000 en 2024. Donc en net, la solidarité communautaire se traduit par un montant de 605 000 euros. Ensuite, le dernier chapitre qui concerne le produit des services et du domaine reste sur une prévision assez prudentielle, puisque cette recette découlant principalement de la fréquentation des usagers aux services scolaires et périscolaires. Et l'autre poste de ce chapitre, ce sont les revenus des immeubles, qui provient essentiellement du loyer de la gendarmerie, donc qui est indexé sur un indice de révision. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est une évolution de plus 3% par rapport au budget 2023 en recettes. Pour les dépenses de la section de fonctionnement, dans la continuité des années précédentes, la collectivité confirme le choix d'une gestion sérieuse et responsable, c'est-à-dire être toujours en adéquation avec nos ressources, nos obligations de dépenses, ce qu'on appelle les dépenses obligatoires, et ce, toujours afin de préserver la pérennité des équilibres financiers. Au travers donc de ce budget 2024, nous souhaitons préserver la qualité du service public, préserver l'entretien de notre patrimoine immobilier, maintenir le soutien aux associations sportives et culturelles, et accompagner les solidarités sociales, les solidarités de cohésion et d'intégration, et bien évidemment de poursuivre les efforts de sobriété et de responsabilité budgétaire.
Au global, les inscriptions budgétaires pour les dépenses de fonctionnement devraient augmenter d'environ 5% par rapport au budget primitif de 2023 pour un montant d'environ 5 280 000 euros. En détaillant un peu plus ce qui compose ces dépenses de fonctionnement. Les dépenses de personnel. Pour ce poste, il est prévu d'inscrire un montant de 2 860 000 euros en hausse de 5%. Et ceci afin de tenir compte de l'impact en année pleine de l'augmentation du point d'indice de 1,5% qui avait pris effet au 1er juillet 2023. De tenir compte également des conséquences de la hausse du SMIC qui a pour effet de le rehaussement de certaines grilles indiciaires, notamment pour les catégories C et catégorie B. D'intégrer la majoration de 5 points d'indice à effet du 1er janvier 2024. Alors toutes ces répercussions découlent de décisions gouvernementales. Pour autant, nous ne souhaitons pas reporter et encore moins arrêter la revalorisation du régime indemnitaire engagé. Donc en 2024, cette revalorisation va donc se poursuivre. Il convient de préciser que cette prévision s'appuie sur un effectif constant. Pour ce qui est des charges à caractère général, donc ce sont des charges qui correspondent aux différents achats de toute nature, aux prestations de services qui sont nécessaires au fonctionnement de la collectivité. Donc c'est un chapitre qui est directement impacté par l'inflation. Pour préparer le budget 2024, il faut malgré tout souligner les points marquants suivants. Nous avons le renouvellement du marché d'achat de gaz qui est géré par la métropole auquel on adhère, qui va réaligner les prix sur le marché actuel. Il faut également tenir compte de la hausse du prix de l'électricité qui continue. Et donc cela nous conduit à devoir nous protéger budgétairement. Donc l'inscription budgétaire du poste énergie sera donc à la hausse. Il faudra également tenir compte du renouvellement et de la mise en place de contrats d'entretien et de maintenance à caractère réglementaire, mais qui permettent également d'assurer la préservation et un fonctionnement optimisé de nos équipements. Ce chapitre, charge à caractère général, comprend également les dépenses de nature événementielle. Et donc avec la deuxième édition du Festival de Jazz qui est prévu au printemps 2024, ce poste de dépense augmentera fortement par comparaison à 2023, puisqu'en 2023, le Festival de Jazz n'avait pas eu lieu. Les autres charges de gestion courante qui contient les indemnités des élus et les concours financiers que la commune octroie pour soutenir le dynamisme associatif de notre commune et qui permet également au Centre communal d'action sociale, donc le CCAS, de réaliser ses missions d'attribution d'aide et d'accompagnement social. Avec le choix de ne pas indexer les indemnités des élus sur le point d'indice, les crédits ouverts pour ce chapitre devraient être de l'ordre d'environ 550 000 euros, soit une augmentation de plus 2,2%. Le dernier chapitre des dépenses de fonctionnement, qui sont les atténuations de produits, prévoit une baisse de plus de 5%, et ce essentiellement parce qu'il y a l'exonération temporaire de la pénalité de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU. Et donc, on prévoit un montant prévisionnel à hauteur de 279 000 euros. Voilà pour la section de fonctionnement. En matière d'investissement, les dépenses d'investissement et notamment les engagements pluriannuels de la collectivité se traduisent budgétairement par 2 autorisations de programme. La première concerne le pôle sportif qui va se traduire par la réalisation d'un terrain de foot intercommunal qui permettra de recevoir l'entente Brun-Saint-Jean-de-Boiseau et le Pèlerin. Donc cet équipement permettra de disposer d'une amplitude d'usage plus importante tout au long de l'année, mais également des couloirs d'athlétisme permettront une utilisation par les scolaires et les collégiens. Il sera ensuite complété par une partie bâtimentaire comprenant des vestiaires, des espaces de rangement et de stockage entre autres. L'emprise des terrains de football actuels sera ouverte à l'urbanisation, ce qui permettra de contribuer au financement de cette opération, mais également à la commune de respecter ses obligations en matière de plan local d'habitat, le PLH,
et également de répondre au contrat de mixité sociale qui a été conclu avec la préfecture dans le cadre de l'exonération qui nous a été accordée pour la loi SRU. La deuxième autorisation de programme concerne la réalisation d'un nouveau centre technique municipal qui permettra aux services techniques de la commune qui œuvrent chaque jour pour la qualité de notre environnement de disposer d'un outil adapté et performant. Avec la livraison attendue au courant du second semestre 2024 de ce nouveau centre technique municipal, l'emprise des anciens, alors pour ne pas dire les obsolètes locaux du CTM actuel, sera cédée pour permettre la réalisation de nouveaux logements. Budgétairement, ça va se traduire par le maintien des deux autorisations de programme, donc qui ne vont pas être révisées. En revanche, les inscriptions en crédit de paiement devraient être de l'ordre de 2 500 000 pour ces deux AP. Également, pour permettre la réhabilitation des locaux du périscolaire de se réaliser en 2025, une opération budgétaire dédiée sera inscrite au budget primitif 2024. À noter que cette opération, qui est déjà fortement subventionnée à plus de 70%, notamment du fait par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, il devrait également avoir un complément de fonds verts, donc les fonds qui sont en matière de soutien de transition énergétique, parce que cette réhabilitation a une vocation de rénovation énergétique. Pour les inscriptions budgétaires, des investissements récurrents que sont, entre autres, le gros entretien du patrimoine immobilier, les acquisitions d'équipements, donc sont bien évidemment maintenus, avec comme axe d'intervention la réglementation, la sécurisation et la sobriété énergétique des équipements publics. Donc ces dépenses seront réparties au sein des différentes opérations budgétaires qu'on l'on a habituellement, bâtiments, écoles, espaces verts, équipements sportifs, etc. Le montant définitif sera arrêté après consolidation du résultat de l'exercice 2023, qui est en cours, mais également en tenant compte de la capacité à faire, alors non pas en termes de compétences, mais surtout en termes de charge de travail possible par les services. Pour financer ces recettes d'investissement, les recettes d'investissement donc, seront principalement l'autofinancement, dont le montant est en cours de stabilisation, notamment lié à la clôture de l'exercice 2023. Il est attendu le fonds de compensation de TVA pour un montant de 87 000 euros. Il sera inscrit environ 500 000 euros de subventions. Voilà, et des cessions immobilières pour un peu plus d'1 million d'euros. Et bien évidemment, l'équilibre de la section se fera par l'emprunt. Le dernier point qui vous est présenté, c'est donc la prospective financière qui, rappelons-le, nous permet d'avoir un outil d'anticipation de la trajectoire financière de la commune. Donc cette trajectoire s'appuie sur un plancher d'épargne de gestion de 850 000 euros. Et donc ce plancher est à ne pas franchir pour garantir un autofinancement suffisant pour continuer à pouvoir investir sans détériorer notre capacité de désendettement, qui est donc notre deuxième indicateur. Le graphique que vous avez à l'écran permet de voir que le niveau d'épargne de ces dernières années ainsi que la capacité de désendettement sont conformes à nos objectifs. Pour autant, il faut se projeter pour la période à venir, et donc pour la période 2024-2028, voilà ce qui a été retenu en termes de scénario. Alors, en préalable, il convient de rappeler que la réalisation de prospective reste toujours un exercice difficile, incertain et extrêmement mouvant. Pour autant, il a été retenu pour cette prospective un scénario dégradé au niveau de l'épargne de gestion, c'est-à-dire à savoir une érosion de l'épargne de près de 2% par an, ce qui se traduit à l'écran. Donc cela détermine une trajectoire d'épargne qu'il faut considérer comme étant une trajectoire d'alerte, mais en aucun cas comme une trajectoire acceptable. Il faut donc absolument rester au-dessus de cette trajectoire en matière d'épargne de gestion. La maîtrise des dépenses de fonctionnement est la condition sine qua non pour y arriver. Pour compléter le scénario,
Les plans d'investissement des projets structurants ont donc été injectés. Donc le centre technique municipal, le terrain de foot intercommunal et la rénovation énergétique du périscolaire. Et bien évidemment, un niveau d'investissement récurrent supérieur à celui des dernières années. À titre de précision, pour les équipements restructurants, cela représente un peu plus de 4 200 000 euros pour cette période. Une fois qu'on a mis toutes ces hypothèses, il en ressort un besoin de financement par l'emprunt d'environ 2 millions d'euros pour assurer l'équilibre budgétaire des 5 ans à venir. Donc, en conséquence, la capacité de désendettement devrait augmenter, mais elle restera en deçà de 6 ans. Et pour mémoire, le seuil d'alerte de cette capacité de désendettement est de 8 ans et le seuil critique étant de 10 ans. Donc cette prospective 2024-2028 conforte notre vision budgétaire à moyen et long terme et projetant des réalisations concrètes pour l'ensemble de nos concitoyens. Voilà, monsieur le maire, le rapport qui nous présente le budget primitif 2024 à venir. Très bien, bah, écoutez, on va se vous voyer en fait. Donc merci beaucoup de présenter de façon très pédagogique ce rapport d'orientation budgétaire. Et donc le débat est ouvert, donc si vous avez des questionnements, des interrogations, c'est le moment. Nous vous écoutons. Ah, monsieur Gavouillère. Formidable. Non, je tiens à répéter ce que j'ai dit en découvrant ce document exposé à la commission finances. Je crois qu'en 10 ans, puisque nous sommes un certain nombre ici à être là depuis 10 ans, en 10 ans, je crois que nous n'avons jamais sorti un document aussi bon que celui-là, aussi synthétique, aussi clair, et qui donne presque du plaisir à le lire. Voilà. Donc, en partie, toute la partie sur la dette est ultra claire et on voit bien les enjeux pour les années qui viennent. Voilà. Très bien. D'autres questionnements, monsieur Labarre? Bien. Nous remercions les agents pour la qualité du travail de synthèse fourni et la rédaction du document présenté. Donc, ça rejoint ce que disait monsieur Gavouillère. L'exercice du débat d'orientation budgétaire restant très mesuré aux pèlerins, du fait qu'il n'est pas d'usage d'autoriser le débat dans cette assemblée, nous en resterons donc au traditionnel questionnement. En page 5 du document, vous indiquez « La commune doit continuer le travail de recherche de subventions de projets du PPI, notamment en visant les fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. » En allant au-delà de la simple injonction, il est regrettable que les investissements dans la transition écologique ne soient que la conséquence de la recherche de subventions et non une réelle volonté politique dont découleraient des subventions. Pour preuve, on ne voit nulle part indiquer ce que pourraient être ces investissements. Pouvez-vous nous donner quelques pistes de vos réflexions et projets d'investissement en la matière? En page 9, dans le paragraphe 3.1.1.3, les produits de service, vous indiquez afin de garantir une tarification sociale au plus juste pour l'usager, une approche dite du taux de l'effort sera proposée en 2024. Pouvez-vous préciser cette notion? Pour finir, nous nous interrogeons toujours sur la pertinence d'un investissement tel que le terrain de foot intercommunal, alors que les incertitudes économiques sont perceptibles, pour preuve l'augmentation de 64 kg que vous prévoyez sur le poste de charge énergie prévu dans votre budget, et alors que les recettes de la commune dépendent essentiellement de l'État qui ne donne pas beaucoup de visibilité dans le temps et qui traîne une dette publique conséquente pour laquelle il devra un jour prendre ses responsabilités. C'est, à mon sens, un engagement électoral démesuré pour le loisir de quelques pèlerinais qui va pénaliser des investissements autrement plus nécessaires et au bénéfice de plus de concitoyens, tels que jardin communal, production d'électricité, aide à la rénovation des passoires thermiques. Gouverner, c'est prévoir. Mais vous semblez vouloir reprendre dans quelques années la question d'Emmanuel Macron,
qui aurait pu prédire les conséquences du dérèglement climatique? Alors, je vais répondre, les autres personnes pourront compléter. Donc vous nous taxez, en fait, en gros, si je simplifie, on fait rien. C'est votre point de vue, c'est pas le mien, c'est pas le point de vue des pèlerinés que nous rencontrons lorsque nous nous déplaçons dans les villages. Quelques exemples, hein, je ne vais pas tout citer. La rénovation de l'Ermitage, du périscolaire. Alors, effectivement, on a été chercher les subventions, mais un temps, on se posait la question de savoir si on n'allait pas abattre ce bâtiment tout simplement. Et après, on a pris conscience donc de l'urbanisme circulaire et on s'est dit non, on va le remettre en état. Alors effectivement, on sera à plus de 70%, je crois, d'aide, de financement, mais il n'empêche que les autres pourcentages seront mis par la commune. Également, on suit tout ce qui est production solaire. Donc on a l'obligation de mettre des ombrières sur le parking de Cassin qui fait plus d'un certain nombre de mètres carrés. Donc ça sera fait, ça sera en place. Également, on a le projet, on a demandé à Nantes Métropole, mais on était un peu tard dans la demande et puis surtout le dossier n'était pas forcément abouti, sur la création d'un réseau de chaleur également pour alimenter tout ce qui va être construit au niveau des terrains de foot, en passant par collège, école, gendarmerie. Et puis je terminerai là. Donc là, je vous ai promis une réunion, donc il faut qu'elle soit calée cette semaine, sur tout ce qui est les travaux sur comment on a réduit notre énergie en 2023. Donc là, j'ai regardé les chiffres encore ce matin avec le directeur des services techniques. Et il y a eu un énorme travail qui a été fait. Et le travail paye. Vous verrez qu'on a changé un petit peu de couleur, qu'on est du bon côté. On consomme moins de gaz, on consomme moins d'électricité. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même très intéressantes. Voilà, après, on pourrait dévoiler énormément de choses. C'est ce que j'ai noté. Il y a peut-être d'autres personnes. Oui, monsieur Gabouillère. Oui, je crois que les sujets écologiques sont importants. Il faut les traiter, mais il ne faut surtout pas le faire à marche forcée. D'abord parce que de mon point de vue, je sais qu'il n'est pas partagé, il n'y a pas vraiment urgence. Et ensuite, parce qu'on doit faire les choses étape par étape, pas à marche forcée. Si on le faisait à marche forcée, on déséquilibrerait complètement la façon de fonctionner de la commune, le budget. Bon, on l'a vu avec les agriculteurs, hein, marcher à marche forcée, ça crée des révoltes en plus. Hein. Donc faisons-le calmement, faisons-le progressivement, il n'y a pas de péril en la demeure, contrairement à ce que disait Jacques Chirac. Et nous aboutirons à ce que nous souhaitons. Voilà. Tous. Les gens, les Chiliens de Valparaiso apprécieront il n'y a pas péril en la demeure. Monsieur Labarre, puisque c'est un débat, j'aimerais que vous repreniez votre partie, là où vous m'expliquiez que, alors soit j'ai mal interprété, on avait une certaine irresponsabilité dans l'avenir, qu'on s'engageait sans savoir où on allait et qu'on ne savait pas gérer sans prévoir. Là, il va falloir que vous m'expliquiez. Je ne vois pas qu'est-ce qui vous permet de dire ça. Encore. J'ai pas compris votre question. J'ai cru comprendre, mais j'ai peut-être mal écouté, que dans votre expression, vous nous reprochez de ne pas savoir où on allait, qu'on devrait comment dire, justifier plus tard des responsabilités, que les investissements que l'on mène ne sont pas assurés.
Je vois pas ce qui me permet de dire ça. Excusez-moi, mais je n'ai toujours pas compris. Ça n'a rien à voir avec mon propos. Je parlais absolument pas de vos taux, de votre gestion. On n'a rien à dire. Hein. Regardez la courbe, c'est très bien, c'est très bon. Alors, excusez-moi, Non, je reprendrai vos propos, mais il y a quelque chose qui m'échappe. C'est sur le choix des investissements, tout simplement. C'est pas tout à fait ce que je l'ai dit. Est-ce que vous pouvez reprendre exactement ce que vous avez Non. Non, c'est bon. Monsieur Michneau. Oui, je voudrais revenir un petit peu déjà, remercier, mais je l'ai déjà fait en commission, Caroline Millet et Alain Morinière qui ont beaucoup travaillé sur ce document, qui est effectivement un document de qualité qui nous a permis déjà d'avoir un débat en commission, un débat serein, et c'était plutôt intéressant. Dans ce que vous nous présentez, alors il y a des choses qui nous conviennent bien, il y en a d'autres qui nous conviennent un petit peu moins forcément. Ce qui nous convient bien, c'est déjà le fait que la revalorisation du régime indemnitaire pour tous les agents, c'est une excellente initiative, et si ça peut aller encore un peu plus loin, si la désmicardisation ne touche pas trop la fonction publique, parce que malheureusement certains salaires sont de cet ordre-là, voilà. Ce qui nous convient bien aussi, c'est la tarification au taux d'effort. Le taux d'effort, c'est quelque chose qui s'applique sur le quotient familial réel, et c'est ce qui nous paraît le plus juste. C'était dans notre programme, comme était dans notre programme la tarification à 1 euro pour la cantine, et on était les seuls à l'avoir annoncé. À l'époque, on nous avait dit on va ruiner la commune. Finalement, non, ça marche bien. Ce qui est positif aussi, c'est qu'au niveau investissement, vous prenez en compte quelque chose qu'on a demandé l'année dernière, la réhabilitation du périscolaire de l'Ermitage. Voilà, on prend acte, on espère que ça avancera relativement vite, et c'est plutôt une excellente chose. Ce qui nous convient un peu moins, vous annoncez l'organisation d'un festival de jazz, c'est bien. C'est un événement ponctuel, mais nous espérons qu'il sera accompagné d'une aide au niveau des subventions pour les associations qui font vivre la commune tout au long de l'année, au-delà d'un événement ponctuel. On a déjà parlé un petit peu de cela. Je vous avais interrogé en commission, et vous n'avez pas levé totalement mes doutes, mes interrogations. On aura l'occasion peut-être d'en parler avec Jackie Plénaud et Philippe en commission sport sur le fait de décaler la construction du vestiaire du terrain de football synthétique au-delà de l'aspect purement synthétique. Moi, j'ai des interrogations quant à l'homologation du fait de l'éloignement des vestiaires, des locaux techniques avec le terrain qui sera construit. Voilà, mais on pourra en reparler. Je crois que le titre 4 des règlements de la fédération prévoit une proximité immédiate. Ce ne sera pas le cas dans un premier temps. Et je m'interroge aussi sur terrain de football synthétique. Est-ce que ça veut dire que le terrain de foot A5 existant actuellement va rester là où il est, ou est-ce qu'à terme il y aura un projet de le rapprocher de l'entité principale? Est-ce que vous avez évolué un petit peu dans la réflexion sur ce sujet-là? Bon, je vais répondre sur un point, non, sur 2 points, tiens. Avant de laisser la parole à Jackie qui continuera. Concernant le festival de jazz, donc effectivement nous allons reconduire le festival de jazz cette année avec donc Jazz en Ré, qui est une association pèlerinaise, ne l'oubliez pas. Donc on donne également à toutes les associations et à Jazz en Ré. Je peux vous dire qu'il aura lieu le 6-7 juillet, et que déjà le vendredi il y aura un bal swing sous les Halles. Voilà, ça c'est décidé ce matin avec Jazz en Ré. Concernant le terrain de foot, je laisse Jackie en parler.
Alors donc, pour répondre à M. Michneau concernant le terrain de foot, effectivement, ce qu'on prévoit, effectivement, c'est de l'utiliser dès sa réalisation, donc avec les équipements vestiaires et bâtiments administratifs existants. Et donc là, effectivement, dans ces cas-là, c'est une homologation de travaux qui sera demandée. Donc on a déjà les contacts au district, c'est avec un certain René Joncher qui gère ça au district, et donc il n'y aura aucune difficulté pour avoir cette homologation de travaux. Hein, le principal, c'est qu'en fait, il y aura peut-être des travaux au niveau des services techniques à voir. C'est simplement pour le cheminement entre les vestiaires actuels jusqu'au terrain. Il faut que ça soit fait donc pour les éducateurs et puis les arbitres et les joueurs, ça soit fait en toute sécurité. Voilà. Concernant le terrain foot 5, l'utilisation du terrain foot 5, donc effectivement, pour l'instant, il n'est pas prévu de le déplacer. Et je voulais revenir un petit peu, tant que j'ai la parole, sur les propos de tout à l'heure, concernant donc les investissements prévus, à savoir un terrain de foot. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il est largement donc, légitime. Hein. Aujourd'hui, la plus grosse association pèlerinaise, même si elle est en fusion avec Bramoiseau, c'est le football, hein, qui compte 138 licenciés du pèlerin. Et donc c'est la plus grosse section. Après, c'est le judo qui vient après, avec 111 licenciés pèlerinais. Donc ça justifie pleinement de faire cet investissement. Oui, je souhaitais intervenir suite aux propos de M. Michneau. Effectivement, je vous remercie effectivement de prendre acte et de habilement reprendre le taux de l'effort, que vous étiez sans doute peut-être à l'origine, mais qui était aussi chez nous. Taux de l'effort dont nous avons pu parler et expliciter lors de la commission. Vous avez également parlé de la rénovation du périscolaire, donc effectivement. Donc, à force de prendre toutes vos idées, entre guillemets, je pense que vous n'allez pas être très loin de voter pour notre budget 2024. Ouais. Ça, on en reparlera au moment du vote du budget, parce qu'il y a quand même quelques points qui sont un peu plus sujets à caution, notamment pour les investissements. Et si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit en commission, justement, parce que vous le savez, j'écoute à peu près vos propos. Une fois que le CTM sera construit, que le projet terrain de football sera enclenché, la réhabilitation périscolaire, il va plus passer grand-chose. J'entends bien qu'il faut des agents pour suivre les projets, les accompagner, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il va plus passer grand-chose. Est-ce que ça veut dire que vous allez couler comme ça tranquillement jusqu'aux prochaines élections? C'est le premier point. Et le deuxième point, pour financer, il y a la vente d'un certain nombre de terrains. Il ne va pas forcément rester toujours grand-chose à vendre. Donc le recours à l'emprunt, ça sera une nécessité, vous l'avez évoqué déjà. Et moi j'avais une proposition à vous faire, d'ailleurs un peu à tout le monde, puisque il va y avoir dans la mandature prochaine des réalisations qui seront incontournables, quelle que soit l'équipe qui sera aux manettes. Et si on mettait en place déjà des groupes de travail pour réfléchir à ce que pourrait être par exemple, la rénovation, le déplacement, l'aménagement d'une nouvelle mairie, point d'interrogation. Est-ce qu'on pourrait ensemble se poser autour d'une table, alors pour échanger des idées, pour construire quelque chose, et puis l'équipe qui sera aux manettes prendra des décisions, mais qu'on puisse déjà commencer pour l'avenir, quoi, parce que c'est loin, 2026, quelle que soit l'équipe qui arrivera, elle aura besoin de temps pour s'approprier les choses. Si on ne restait pas dans une vision à courte durée, mais qu'on se projetait un petit peu plus loin, je sais bien qu'il y a l'étude d'urbanisme, d'aménagement du centre-bourg, mais si on allait dans du concret. Alors, non, vous parlez que la fin les dernières années, ça va couler doucement. Non, les projets qui sont annoncés, le CTM, certes, il va sortir cette année. Le pôle sportif également. La rénovation du périscolaire, ça va être pour l'année prochaine. On va arriver très rapidement, fin 2025. La période électorale rentrera en décembre 2025. Donc on est déjà quasiment à la fin du mandat.
Après, effectivement, pour se projeter au-delà, là, dans les perspectives, les prospectives, on intègre des montants, pour l'instant on ne sait pas les traduire, mais qui permettront de répondre à des sujets qu'on en a derrière la tête. On a le décret tertiaire qui effectivement va impacter très fortement nos futurs investissements. Il va falloir qu'effectivement on réponde à ces obligations. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Donc là, on travaille aujourd'hui pour le pour le budget de 2024. Et après, effectivement, il y a d'autres réflexions sur le futur. Mais de construire au-delà d'un point de vue budgétaire, c'est encore un peu compliqué. Bonsoir à tous. Je voulais juste rajouter, je me demande si M. Michonneau habite sur la même planète que nous, parce qu'il me semble qu'il y a une étude urbaine qui a démarré depuis maintenant 18 mois, et qu'on ne parle que du devenir, de la prospective, etc. On fait des plans sur la comète avec les citoyens, entre élus, etc. Donc je m'étonne de vos propos. Non, je pense habiter sur la même planète que vous, et l'étude urbaine, avec M. Lécuyer, je pense que nous sommes les deux seuls élus à avoir fait toutes les démarches et toutes les réunions. C'était pas de ça que je parlais, l'étude urbaine, une projection lointaine. Quand je dis faire un groupe de travail pour savoir les différentes façons de réhabiliter la mairie, je suis dans du concret, je pense être très pratico-pratique. Je suis au quotidien dans le pèlerin. Et l'étude urbaine est une excellente chose, et vous le savez, et nous la voulions aussi appeler de nos voeux et de façon plus intensive qu'elle n'était prévue au départ. C'est vrai aussi que Nantes Métropole et le département ont aidé à ce que ce soit quelque chose de vaste, mais c'est pas contradictoire, je pense pas. Très bien. D'autres... Oui, Monsieur Moussu. Donc, vous étonnez pas, moi je vais aller sur le terrain, le même terrain. Donc, je vais réexpliquer pour la dernière fois. Donc, un débat budgétaire, bien que technique au premier abord, sous-entend toujours un choix politique, écologique et social. Je souhaiterais intervenir plus particulièrement pour la dernière fois sur le sujet des matériaux qui seront utilisés pour le nouveau terrain de foot, bien que l'aspect financier ne soit pas de moindre importance. Depuis le début de votre mandat, nous vous avons sollicité à plusieurs reprises sur la dangerosité que représentait ce type de terrain pour la santé des joueurs. Vous avez évolué sur ce sujet, principalement sur les granulats de pneus, qui ne seront pas utilisés dans votre projet, et j'en suis heureux. Je ne sais pas si ce changement vient de l'influence, si petite soit-elle, que j'aurais pu avoir sur cette décision. Néanmoins, je souhaiterais rappeler au conseil municipal qu'une interdiction complète de ces granulats sera effective en 2031, obligeant à remettre en état de conformité 2359 terrains de plusieurs communes de France. Bizarrement, les pelouses en elles-mêmes ne sont pas interdites. Selon la Commission européenne, les microplastiques visés sont, selon une définition large, et là je reprends le texte de la Commission européenne, toutes les particules de polymères synthétiques de moins de 5 mm, insolubles et résistants à la dégradation. Souvenons-nous du C8, hein, c'est-à-dire les fameuses poils téflon qui ne se désagrègent jamais. On en a tous un petit peu dans le sang, hein. C'est la petite parenthèse. Toutefois, donc, la loi 2016-2040 sur la disparition des plastiques à usage unique devrait nous interroger. Cette loi ne concerne pas uniquement les emballages, les contenants, mais cela va jusqu'au contenu, puisque dans les shampoings, rouge à lèvres, crème pour le visage, paillettes, etc., il y a bien des microplastiques. Les microplastiques sont partout, dans nos vêtements, dans nos nourritures, dans nos plages, sur nos plages de Loire-Atlantique. Je parle des fameuses larmes de sirène, chose très belle, larmes de sirène, hein, on pourrait croire que c'est superbe, perdues en mer par des bateaux-containers, et qu'il existe un 6e continent fait de plastique. De plus, dans le Pacifique,
dans cette nouvelle réglementation, les nouvelles machines à laver devront être équipées en 2025 de filtres à microplastique. Pourquoi, à votre avis? Là, je vous pose la question. Pour en finir, j'indique au conseil municipal que j'ai fourni un document d'une étude scientifique évoquée récemment sur France Inter, indiquant que ces microplastiques avaient franchi la barrière du placenta humain. Et pour vraiment en finir, dernièrement, dans une étude scientifique publiée le 8 janvier 2024, il y a été décompté plus de 240 000 fragments de micro- et nanoplastiques par litre pour différentes marques de bouteilles d'eau minérale. 90% de ces particules sont des nanoplastiques, inférieurs donc à un micromètre, soit 10 à 100 fois plus fin qu'un cheveu. Étant en bout de chaîne alimentaire, serait-ce l'effet boomerang? Je ne parle pas du scandale du traitement de certaines eaux minérales, qui est un autre sujet encore. Je tenais aussi à présenter mon sincère respect et ma réelle affection à nos pratiquants de notre association de foot Pèlerinet. Oui, je souhaiterais intervenir. Oui, je donne la parole à Jackie Plénaud. Dans l'histoire de clore le bout discours qui vient de nous être fait, je montrerai simplement à tout le monde, effectivement, ce beau dossier sur les microplastiques réalisé par M. Moussu. Effectivement, les plastiques, c'est pas une bonne chose, mais vous y mettez en première page une pochette plastique. Donc, ça permettra de clore le débat, je pense. Non plus le rapport qui avait été fait complètement à charge sur les terrains synthétiques, à l'époque où on parlait de granulats de caoutchouc, où effectivement, et puis les îlots de chaleur, et les mesures qui ont été effectuées sur les terrains, avec un capteur infrarouge, où l'indice de la cible était le même, et il a été fait de manière à obtenir un maximum sur un terrain synthétique, qui était sûrement le terrain 5, par rapport au terrain en herbe. Un dossier complètement à charge, où effectivement c'était que des copier-coller, uniquement des copier-coller de ce qu'on trouve sur Internet, où on trouve tout et son contraire. Donc pour moi ça n'a aucune valeur et il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Ouais. Ouais. Mais le rapport de l'ANSES de 2019 fait état pour les granulats de caoutchouc qu'il n'y avait pas de dangerosité pour la santé humaine. Donc aujourd'hui, effectivement, la Commission européenne va les interdire. Ils ne vont pas revenir, comme ça a pu être cité tout à l'heure, sur ceux qui existent, mais au fur et à mesure qu'ils vont être renouvelés, effectivement, le matériau de remplissage sera de matière organique, végétale. C'est vraiment petit. C'est petit, ça, cette réflexion-là. Non, là, c'est malhonnête même. Là, Jackie, là, vraiment, c'est malhonnête. Bon, très bien, on va, voilà, avant qu'il y ait des noms d'oiseaux qui circulent dans l'Assemblée, on va arrêter au moins ce... Non, on n'ira pas jusque-là. Voilà. C'est pas parce qu'il dit qu'il a rien. Ouais. Mais nous aussi, nous aussi, on s'inquiète pour la santé des pèlerinais. Voilà. Bon, très bien. Y a-t-il d'autres choses sur ce débat d'orientation budgétaire? Avez-vous des interrogations, des questionnements? Écoutez, s'il n'y en a pas, donc on va clore et je vais vous demander de prendre acte de la tenue d'un débat sur les orientations budgétaires du budget communal pour l'exercice 2024. Vous avez bien vu qu'il y a une petite coquille, on est resté à 2023. Très bien. Délibération suivante. Elle concerne l'autorisation d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2024. Pascal Meunier. Effectivement, c'est une délibération que l'on doit reprendre suite à une remarque qui a été faite par le contrôle de légalité de la préfecture.
suite à la délibération du 18 décembre 2023 qui présentait cette autorisation d'engager, de liquider et de mandater pour les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2024. En décembre 2023, le tableau qui vous avait été présenté, qui représentait un montant de 520 571 euros, intégrait à tort des restes à réaliser de l'exercice 2022. Or, effectivement, le texte du CGCT, donc du Code général des collectivités territoriales, exclut de ces restes à réaliser. Donc, il nous a été demandé d'abroger cette délibération et donc de la reprendre avec le tableau sans tenir compte de ces restes à réaliser. Donc, pour le montant des affectations de 2024 à retenir, c'est donc 25%, ce qui représentera 333 550 euros. Cela nous permet de pouvoir engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget et à concurrence de 333 550 euros. Et d'ailleurs, nous n'avons pas atteint ce montant, donc ça ne pose pas de problème. Donc il vous est demandé d'approuver cette nouvelle délibération. Avez-vous des questions sur cette délibération technique? Oui, monsieur Gawouillère. J'ai une remarque qui concerne cette délibération et les suivantes, puisque ce sont des reprises de délibération qui ont fait l'objet d'un avis négatif du contrôle de légalité de la préfecture. Alors, la préfecture est dans son rôle. Le contrôle de légalité est nécessaire. C'est un instrument qui permet de régulation démocratique. Et ça donne l'assurance aux administrés qui ne sont pas aux manettes, qui ne sont pas dans ce conseil, que les choses sont faites conformément à la loi. Mais c'est la méthode qu'utilise la préfecture que je trouve excessive, irritante, et qui est typiquement le genre de méthode qui fait que parfois on hait l'administration. C'est typiquement le genre de cas où l'administration pouvait nous dire « vous n'avez pas bien fait votre travail, tâchez l'année prochaine ». Enfin, nous vous demandons l'année prochaine de la faire conformément aux exigences de la réglementation. Au lieu de ça, ils nous demandent de reprendre, de refaire, un petit peu comme un instituteur qui tape sur les doigts d'un élève, alors qu'on sait très bien que ça ne va rien changer et qu'il n'y aura pas de transformation de la décision à l'issue de nos votes sur ces 2 ou 3 dispositions qu'on doit revoter. Voilà. Très bien. D'autres interventions? Monsieur Michneau. Oui, je voudrais rebondir sur ce que dit monsieur Gavouillère. C'est toujours difficile de reprocher aux représentants de l'État de faire son travail. Et c'est surtout intéressant de savoir qu'il y a un contrôle de légalité qui sécurise tout ce qui est fait. Alors, je conçois tout à fait que ça puisse paraître excessif, que c'est un peu de la paperasse, que c'est refaire, redite. C'est pas la première fois, la première délibération qui doit repasser devant notre Assemblée. Et je sais bien, quand on a parlé de l'orientation budgétaire, qu'on est à budget constant pour ce qui est du personnel. Mais peut-être que dans les recrutements à venir, ce serait bien de recruter quelqu'un qui a un profil de poste un petit peu plus juridique pour éviter justement ce genre d'aléas et de pouvoir baliser autant que faire se peut. On n'empêchera jamais certains agents de l'État de faire du zèle. Je crois que les services apprécieront. Que là-bas, vous aviez levé la main? Non? Bon, très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interrogations, donc le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% du BP 2023, soit 333 676 050 euros, avant l'adoption du budget principal qui devra intervenir au plus tard le 15 avril 2024. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, cette délibération est donc adoptée. Donc effectivement, on va passer encore sur 2 délibérations qui sont des abrogations.
La première, c'est la fixation des montants de base des indemnités de fonction des élus municipaux. Donc, comme l'a expliqué Monsieur Gavouillère, en fait, on a fait un certain nombre, on est revenu un certain nombre de fois sur ces délibérations, puisqu'en fait, on a pris le parti de ne pas augmenter nos indemnités. Donc, chaque fois qu'il y a une augmentation due à l'indice, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, donc nous avons délibéré. Donc effectivement, comme le soulignait M. Gavouillère, il y a quelqu'un à la préfecture, au contrôle de légalité, mais qui a fait son boulot, ça, il n'y a pas de problème, qui a tiré un petit peu les ficelles, et qui a tiré les ficelles jusqu'en 2020, où il s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas conformes. Donc, dans un souci de maîtrise budgétaire, ce que j'expliquais, le conseil municipal a souhaité appliquer une diminution du montant des indemnités de l'ensemble des élus à compter du 1er avril 2023. Et à chaque revalorisation du point d'indice de la fonction publique, les indemnités des élus locaux sont automatiquement augmentées et il est impossible d'y déroger. Donc pour y remédier, le conseil municipal a repris successivement les délibérations 2023-30 et 2023-74, que j'expliquais précédemment. Cependant, le bureau de contrôle de légalité de la préfecture et du conseil aux collectivités, après examen des délibérations successives, demande d'abroger la délibération 2020-32 du 4 juillet 2020 pour des raisons la rendant illégale. Cette délibération doit refaire l'objet d'un passage au conseil municipal pour les raisons suivantes. C'est pour ça qu'on la repasse aujourd'hui. Donc il y a eu 4 points qui n'étaient pas bien. Le premier, c'est qu'il ne comporte pas le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. L'application de la majoration de 15% ne fait pas l'objet d'un vote distinct de celui de la fixation des montants initiaux. Donc c'est le propos de la délibération suivante. Il faut mettre à part la différence entre les 15% et puis le montant des indemnités. Les majorations ont été calculées à partir des taux maximum et non des indemnités octroyées. Et enfin, l'indemnité allouée au 7e adjoint est inférieure aux autres adjoints sans que cela soit justifié. Je rappelle, pour que tout le monde soit au courant, que le 7e adjoint ne fait pas, c'était sa volonté, car elle a des impératifs professionnels, ne souhaitait pas faire d'astreinte, elle ne fait toujours pas d'astreinte, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas la même indemnité que les élus qui font l'astreinte. Aussi, les délibérations successives y faisant référence sont également abrogées avec la reprise de cette nouvelle délibération. Est-ce que j'étais clair ? C'est uniquement, oui, c'est technique. Comment ? Cosmétique. Voilà. Très bien, écoutez, s'il n'y a pas d'intervention, le conseil municipal est invité à abroger les délibérations 2023-74 du 18 décembre 2023 et 2020-32 du 4 juillet 2020, de fixer les montants des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints, des conseillers municipaux, délégués et conseillers municipaux comme suit. Maire 40,21% de l'indice 1027, adjoint du maire 14,86 de l'indice 1027, 7e adjoint 7,47% de l'indice 1027, conseillers municipaux délégués 6,15% de l'indice 1027, conseillers municipaux 2,27 de l'indice 1027. Approuver le tableau récapitulatif annexé à la présente délibération de l'ensemble des indemnités allouées aux maires et aux membres du conseil municipal, inscrire au budget les crédits correspondants, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Dréan. Qui est pour ? Le reste du monde. Merci. La délibération suivante, donc, comme je le disais, découle de la première. C'est la fixation des majorations, donc c'est l'abrogation de la même délibération. Puisque, comme je vous le disais, il faut séparer les indemnités des élus avec la majoration de 15% du fait que nous sommes un ancien chef-lieu de canton. Donc ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance, mais pas dans la même délibération. Je pense que c'est clair aussi. Est-ce que vous avez des interventions là-dessus ? S'il n'y en a pas, écoutez, nous allons passer au vote.
Le conseil municipal est invité à fixer une majoration de 15% au montant de base des indemnités pour l'exercice des fonctions du maire et de ses adjoints conformément aux dispositions énoncées ci-dessus. Inscrire au budget les crédits correspondants, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Dréan. Qui est pour? Le reste du monde. Cette délibération est donc adoptée. La délibération suivante donc, concerne les reprises de concessions perpétuelles en état d'abandon. Donc c'est quelque chose. Alors au début, en préparant le conseil, j'ai voulu synthétiser un petit peu et je me suis aperçu que pour la bonne compréhension de cette délibération, il ne fallait pas forcément synthétiser plus que ça, pour que les gens comprennent bien les différentes étapes. Donc la commune est pourvue sur son territoire de 2 cimetières, le premier dit l'ancien, celui du 11 novembre, et le second dit nouveau, celui de la rue de la Jouardet. Un état des lieux des concessions réalisées par le service des affaires générales en 2022 a fait apparaître un nombre important de concessions perpétuelles réparties comme suit. Sur celui du 11 novembre, 450 concessions perpétuelles sur 938 attribuées. Sur le cimetière de la Jouardet, 12 concessions perpétuelles sur 280 attribuées. Donc une publicité a été effectuée sur cette procédure, notamment par des plaquettes apposées sur les concessions indiquant à tout public qu'elles faisaient l'objet d'une procédure de reprise, un affichage au cimetière et à la mairie principale, une information publiée dans les Nouvelles du Pèlerin. Après cette publicité, une famille justifiant de sa qualité de descendant ou successeur ou de personnes étant chargées de l'entretien de la concession a demandé l'arrêt de la procédure en arguant des travaux de restauration qu'elle avait effectués sur sa concession. La procédure de reprise a été engagée le 24 juin 2022, date du premier constat d'abandon. Il concernait alors 99 concessions, dont une a donné lieu à un constat d'entretien qui a été dressé. L'aspect d'abandon total de 98 concessions a donc été reconnu lors de ce premier constat, et ce, conformément aux dispositions légales. Une année après le premier constat, un nouveau procès-verbal a été rédigé le 12 décembre 2023 pour les concessions ayant conservé ou non l'aspect d'abandon. Lors de ce deuxième constat, une famille justifiant de sa qualité de descendant donc, a demandé l'arrêt de la procédure en arguant des travaux de restauration qu'elle avait effectués sur sa concession. L'aspect d'abandon total de 97 concessions a donc été reconnu lors de ce deuxième constat, et ce, conformément aux dispositions légales. Toutes les conditions requises en pareil cas, prévues par les lois et règlements, ont été rigoureusement respectées. Aussi, il sera demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la reprise des concessions en état d'abandon, dont la liste est fournie en annexe. Pour information, une fois la reprise des concessions votée par la commune, plusieurs choix se présentent. Le premier, c'est la conservation des monuments et des sépultures pour des raisons patrimoniales, donc ce qu'on appelle l'art funéraire, et ou historique, soit des personnes qui sont inhumées, qui ont une relation avec la commune, ou pas, du reste. La commune peut conserver les concessions, mais il lui incombe de remettre en état le monument, de l'entretenir. Donc c'est pas le tout de reprendre. Si la commune reprend, à charge à elle d'entretenir les tombes qu'elle a reprises. Le second choix, c'est la non-conservation des monuments et des sépultures. Dans le cas où la concession est en très mauvais état et où ne présente pas d'intérêt particulier, la commune procède au retrait des monuments et ornements qui s'y trouvent, au minimum 30 jours après la publication de l'arrêté prononçant la reprise. Les monuments et ornements étant considérés comme faisant partie du domaine privé de la commune, elle peut en disposer librement dans le respect dû aux morts et aux sépultures, notamment les revendre via une entreprise spécialisée. C'est étonnant, mais il y a un marché là-dessus. Le reste des personnes inhumées sont par ailleurs exhumées pour être déposées dans un reliquaire, puis réinhumées dans l'ossuaire. Un registre répertoriant le nom des défunts est également tenu et mis à disposition du public, qui sera donc à l'accueil de la mairie principale. Petite précision, depuis que nous sommes arrivés, nous mettons donc les restes exhumés dans un reliquaire et non pas comme ça l'était avant dans un sac et mis dans un ossuaire. On a mis un peu plus de respect quand même sur les dépouilles.
Lorsque toutes les formalités ont été accomplies, la commune peut à nouveau concéder à une autre personne le terrain repris. Voilà, c'est très technique, c'est tout ce qui est lié au funéraire est très touchy, donc c'est pour ça qu'on a pris vraiment on a suivi à la ligne ce que nous disait notre prestataire, la GESIM, sur ces reprises de concessions. Avez-vous des questions? Monsieur Gavouillère, avant que vous leviez la main, je le savais. Oui, ça fait la deuxième fois que nous abordons ce sujet. Il a été repris aussi largement en commission, où j'ai cité les réactions que j'avais eues lors de la première fois, ainsi que celles de Madame Pérez d'ailleurs. Je crois que c'est nécessaire de gérer un cimetière, mais je trouve que supprimer des tombes qui ont été vendues par la collectivité à perpétuité, donc la perpétuité, la commune a engrangé une redevance, pour ensuite dire « je ne tiens pas mes engagements », je trouve qu'il y a un petit côté de spoliation. Voilà, donc ça me gêne. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, et on en avait parlé avec Madame Pérez également, c'était la demande que nous faisions que la commune, à partir du moment où elle reprend des concessions, rappelle sur un tableau général quels sont les gens qui avaient été inhumés et dont on a repris les tombes. Alors, il ne s'agit pas de remonter à Mathusalem, mais sur peut-être les 30 ou 40 dernières années, indiquer sur un panneau, sans graver ça dans le marbre comme sur un monument aux morts, sur un panneau accessible ou sur un registre accessible, indiquer les noms des défunts qui ont fait l'objet d'une reprise de leur concession. Voilà. Je disais, donc il y a le registre sera tenu. Il y aura donc, on prendra un petit peu quelques années avant, et sera consultable donc en mairie principale, et on verra si on doit le mettre sur le site internet de la ville, ne serait-ce que pour les chercheurs, pour ceux qui veulent faire un petit peu de généalogie, ça peut être intéressant. Vous voyez les photos, donc quand on parle de reprise de concession, c'est un peu ce style-là, et je vous dirais, c'est typiquement, c'est ce qui fait dire à certains pèleriners que le cimetière n'est pas entretenu. Quand on fait des efforts, les équipes des services techniques font des efforts, on a quand même réalisé des allées, maintenant je dirais que c'est propre. Par contre, il y avait toujours ces concessions qui étaient en état d'abandon, où il y avait quand même des herbes folles, pour ne pas parler de peupliers qui poussaient à l'intérieur de ces tombes. Donc c'est pour ça on va pouvoir les récupérer. Voilà ce que je voulais dire. Avez-vous des questionnements sur ça? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à approuver que les concessions réputées en état d'abandon figurent sur la liste annexée, soit reprises par la commune. Autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Gavouillère et madame Serrault, c'est ça? Oui. Et monsieur Lecause, et Alain Lecause, ok. Qui est pour? Très bien, cette délibération est donc adoptée. Nous passons un petit peu sur Nantes Métropole, où l'Open Agenda, donc la mise à disposition d'un outil en ligne d'agenda participatif, présenté par Cécile Mériadec. Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de la relation avec les usagers, Nantes Métropole souhaite améliorer l'information des usagers et mettre en avant les initiatives des communes à l'échelle de la métropole. Pour ce faire, Nantes Métropole fait évoluer ses outils numériques et propose un logiciel en ligne d'agenda participatif, l'Open Agenda. Ce logiciel permet de simplifier et fluidifier le recensement des événements à l'échelle de la métropole. Chaque commune peut créer son agenda et les partager. Une saisie unique suffit à alimenter de multiples supports. C'est une simplification pour tous. Cela permet de recenser et diffuser facilement les événements sur Nantes et la métropole nantaise. Le coût total de cet outil est de 17 000 € et il est pris en charge par Nantes Métropole sur 2024.
C'est un outil mis à disposition de la commune du Pèlerin à titre gracieux pour l'année qui vient. Il y aura un bilan effectué au terme de cette première année. La commission finances ressources humaines du 24 janvier 2024 a donné un avis favorable à l'unanimité. Avez-vous des questions? Madame Delru. Oui, j'avais une question par rapport, alors vous l'avez un peu évoqué, la plus-value, mais ce que j'ai compris là dans la plus-value de cette Open Agenda par rapport à ce qu'on dispose aujourd'hui. Alors ce que j'ai compris de ce que j'ai pu lire là dans le dossier de consultation, c'est que ça permet aussi que ça soit diffusé sur plusieurs supports. Ce que je comprends, c'est que la première année, on nous le permet de l'utiliser gratuitement, mais après il faut payer. C'est bien ce que j'ai compris, hein. Voilà. Quelle est la réelle plus-value? Parce qu'effectivement, moi je suis allée voir un peu sur Nantes Métropole le site qu'ils ont actuellement là avec la recherche où on peut voir commune par commune tous les événements qui existent. Parce que quand on leur a utilisé une année, qu'on leur a mis en place, on sait combien ça demande de l'énergie, la mise en place d'outils numériques. Une année, c'est court finalement pour tester quelque chose. Pour après peut-être complètement le supprimer parce que ça ne nous convient pas. Donc est-ce qu'on a bien vu les avantages et les inconvénients de cet Open Agenda et qu'est-ce qu'on y gagne de plus? Alors déjà, l'Open Agenda, ce seront les communes qui alimenteront, alors que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on pourra mettre tous les événements qui se passent sur la commune, nous, de notre fait. Ensuite, le coût, je pense que pour les années à venir, c'est en fonction du nombre d'habitants. Voilà, 170 € pour la commune du Pèlerin. Je pense que par an, ça sera gérable pour nous. Voilà. Moi, il y avait quelque chose qui me choquait. C'est le dispositif donc contractuel, c'est marqué abonnement à l'outil en ligne Open Agenda pour une durée d'1 an, selon un marché sans mise en concurrence. Je trouve ça un petit peu... Alors, le problème, c'est que l'essayer, c'est l'adopter, et moi, ça me gêne. Bienvenue dans la métropole. C'est une décision métropolitaine. Oui, Pascal Meunier. Je vais apporter une précision. D'après ce que j'ai compris sur le dossier, la première année, ils font une prestation avant de mettre en concurrence pour la deuxième année. Là, c'est juste un test par le service, on va dire les services informatiques de la ville. Ça se met en place, ça va leur permettre de tester et de faire un cahier des charges pour qu'il y ait une mise en concurrence pour les années à venir. Donc là, on est sur une phase de test. C'est pour ça qu'il y a cette notion de mise en concurrence. Pardon ? Oui, mais ça, après c'est eux qui gèrent, mais ça leur permet sans doute de tester justement les faisabilités, les points de faiblesse, les améliorations à présenter dans le futur cahier des charges. Mais la métropole ne peut que respecter la mise en concurrence des marchés. Monsieur Dréan. Ça signifie quand même qu'on va faire une mise en concurrence après avoir fait un dossier de marché qui va s'appuyer sur un produit qui sera déjà en place et sur lesquels on aura dépensé probablement quelques mois de mise au point. Déontologiquement, ça me gêne aussi aux entournures. Est-ce que la commune est OK pour, comme vous le disiez, mettre sur ce site les différents événements, donc transférer une charge de la métropole vers la commune, et donc de s'entendre dire dans quelque temps « Ah, la métropole, franchement, voilà ». Donc est-ce que la commune est prête à assumer cette charge de travail, premièrement, et deuxièmement, comment se fera la relation entre les associations et la commune pour alimenter les besoins sur l'agenda, en disant bah voilà, tiens, j'ai telle activité, telle activité, telle activité, ce qui va rajouter une charge de travail pour l'agent de la commune. Parce que la commune est bien, enfin vous pouvez le dire clairement, oui, on assumera cette charge, enfin, l'agent assumera cette charge, tant vis-à-vis du transfert de la métropole que d'afflux de la part des associations et comment ça va se gérer avec les associations. Il ne faut pas que ça soit à terme, ah désolé,
c'était pas dans le temps où il était en vacances et donc c'est loupé parce que là, l'outil est complètement décrédibilisé. Nous sommes prêts à gérer ça. Le service communication est prêt à le faire. De toute façon, tout passera par le service com. Hein. Il y a un agent qui est dédié à ça. Alors après, je n'ai pas véritablement comment au point de vue technique comment ça se passe, mais si c'est la même chose que pour inscrire sur les tableaux lumineux de la commune, ça paraît relativement simple. Et puis surtout, l'intérêt de ce produit, c'est que lorsque le pèlerin fera quelque chose, dans les 24 communes le sauront. Donc c'est quand même quelque chose d'important, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même un petit déficit de publication sur les 3 principaux journaux. Donc au moins, malgré tous les mots qu'on leur envoie, donc ça permettra à tous les métropolitains de savoir ce qui se passe sur la commune du Pèlerin. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Oui, Monsieur Plénaud. Ouais, je voulais simplement compléter, parce que donc il était cité les associations. Pour elles, ça ne changera rien du tout, parce qu'en fait, elles font un dossier de demande d'organisation de manifestation. Et donc après, c'est envoyé vers le service communication, qui fera la communication comme elle le fait déjà sur les panneaux ou tous les affichages de la commune. Hein. C'est exactement pareil. Donc aucun changement pour les assos. Ce qu'on a remarqué, nous, c'est que sur le site actuel, il y a déjà d'autres communes qui publient leurs activités. Et a priori, je pense que le Pèlerin ne le faisait pas. Alors, est-ce que c'était une méconnaissance du service en question? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les bonnes entrées à Nantes Métropole ou... Alors, c'est pas une question d'entrée, hein, mais c'est plutôt une question, oui, avouons-le, de méconnaissance plus qu'autre chose. Ouais. Ouais, si je peux apporter une petite précision, samedi matin dernier, je suis allé à la métropole justement dans le cadre d'une réunion pour les élus sport dans le cadre des JO. Et il s'est retrouvé que cet outil-là a été un peu présenté comme ça, où chaque commune va pouvoir mettre en avant les activités proposées dans ce cadre-là, mais pas que. Mais d'abord dans ce cadre-là, et pas sans rappeler que les JO c'est un événement planétaire et il est important d'en faire état. Et le Pèlerin va s'y employer, notamment pour les fêtes de la Loire. On en reparlera dans les commissions d'ici là. Et je trouve que la visibilité offerte pour le Pèlerin sur la métropole est intéressante. Ça fait vivre aussi les associations, ça fait vivre aussi notre commune au sein de la métropole. Je fais un parallèle un peu rapide, mais quand on parle du CISPD, par exemple, le Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance, mais on travaille sur un esprit comme ça métropolitain. C'est pas tout n'est pas bon, c'est vrai sur la métropole, mais tout n'est pas acheté non plus. Là, ça nous permet d'échanger et de participer, de communiquer avec les autres. C'est quand même pas négligeable, à mon sens. Bien. Merci, Monsieur Berthoud, de cet envolé lyrique. S'il n'y a plus d'autres questions, nous allons passer au vote. Donc, le Conseil municipal est invité à approuver la signature de la convention avec Nantes Métropole sur la mise à disposition et l'usage de l'outil en ligne d'agenda participatif Open Agenda. Autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. J'attends un petit peu, si des fois il y a d'autres doigts. Non, c'est bon. C'est pris. Qui est pour? Très bien. Cette délibération est donc adoptée. Avant de passer aux questions, une information diverse. Donc ça concerne l'urbain avec un petit focus sur la commission chanson présentée par Brigitte Doucet. Alors, présentée par Brigitte Doucet, mais aussi avec l'aide de messieurs Moussu et Labarre. Monsieur Michneau ayant décliné l'invitation à proposer cette restitution. En fait, il s'agit effectivement d'une restitution des travaux de la concertation de la commission chanson.
Donc je vous rappelle, la commission chanson a été créée en 2021. Elle est composée de membres de la commission urbanisme, avec Thibaut Goupil, qui a la délégation développement durable, et 3 pèlerinais. Donc cette commission a prouvé son travail réel. Et donc dans un premier temps, je vais passer la parole à Monsieur Moussu, qui va nous expliquer la démarche et la méthodologie de cette commission spéciale. À vous, Monsieur Moussu. Alors, nous avions décidé il nous semblait important de définir les différentes fonctions qui pouvaient s'appliquer sur ce projet éventuel, ces scénarios que nous avons développés au cours de ces différentes réunions Pierre Chanson. Comme vous le voyez sur l'écran, nous avons retenu une structure médicale, des aires de jeu et de détente, des équipements publics, enfance, jeunesse, un parc, des logements sociaux abordables, un habitat ou des habitats partagés ou ayant d'autres fonctions plus habitat léger ou des choses comme ça, un logement senior. Il fallait que pour que tout fonctionne correctement, je dirais entre nous, il fallait que nous nous accordions un peu sur une espèce de cahier des charges, les différents critères que l'on avait retenus. Il était indispensable donc de conserver, favoriser ou de mettre en œuvre ces différents critères que nous avons définis ainsi. Donc conserver au moins 50% d'espace vert, conserver les 5 accès au site et ses traversées par les riverains, conserver la dimension d'utilité publique, respecter l'intimité locale des habitants du quartier, assurer le traitement et l'entretien du site et améliorer la fréquentation du site. Donner une dimension conviviale, voire ludique au site et favoriser le lien social. Pour cela, donc, nous avons procédé par 3 étapes. La première étape était donc la création de la commission et les différents travaux sur les scénarios en fonction de cette espèce de cahier des charges. La deuxième étape, nous l'avons présentée au public, et le premier public, ce fut la réunion du 30 septembre 2023, avec la réunion des riverains, qui a dégagé une forte tendance pour la maison médicale notamment. Nous avons fait une deuxième réunion, cette fois avec les pèlerinais, c'est-à-dire au-delà des riverains du square Pierre Chanson, tous les pèlerinais. La même tendance est ressortie, avec quelques différences pour le reste, mais cette même tendance d'une maison médicale. Et puis donc, nous avons fait une petite synthèse de la participation des citoyens, et nous vous la présentons aujourd'hui, donc à travers les différents votes qu'on va vous présenter. Donc normalement, bien sûr, nous reviendrons vers la population si vous nous accordez le droit de continuer. Voilà. Alors pour rappel, rapidement, la commission a travaillé sur 6 scénarios, parce que maintenant on a le droit de dire scénario, donc qui ont été envisagés par la commission et qui ont été présentés aux pèlerinais qu'on vous présente ce soir. Donc premier scénario, c'est le terrain Pierre Chanson. Alors lui, il avait comme caractéristique de conserver le site dans son état d'origine, de conserver les liaisons piétonnes, la végétation, et de proposer un entretien raisonné respectant les saisons
et puis un espace vert de 100%. Ensuite, le deuxième scénario, qu'on a appelé le parc Pierre-Chanson. Alors là, c'est un parc aménagé, un parc urbain, en fait, ouvert à tous, avec des équipements de loisirs, des espaces verts qui représentent 80% de la superficie du terrain. Alors là, la gestion serait partagée entre investissement de la commune et gestion par un collectif à décider ensuite. Ensuite, le troisième scénario, c'était l'espace Pierre-Chanson. Alors dans l'espace Pierre-Chanson, on a réalisation d'un équipement à usage public, comme par exemple une crèche. Donc ça peut être de l'animation, de l'accompagnement à destination multigénérationnelle et ou ciblée, enfants, jeunes, personnes âgées, etc., dont une crèche. Espace vert, 76% de la superficie du terrain. Scénario D, le square Pierre-Chanson. Donc là, c'est aménagement d'un square doté d'environ 5 logements. On y garde le petit équipement de 100 mètres carrés qui a été proposé au scénario précédent. Et là, les espaces verts représentent 65% de la superficie du terrain. Scénario suivant. Donc là, habitat participatif, alternatif partagé. Et là, les espaces verts représentent 57% de la superficie du terrain, puisqu'il y a réalisation d'un équipement, toujours de troisième scénario, plus construction de logements en périphérie. Et puis, dernière proposition, donc construction d'une maison médicale pour environ 200 mètres carrés pour accueillir des médecins généralistes. Conservation de l'espace central végétalisé aménagé, espace vert représente 75% de la superficie du terrain. Voilà pour les 6 scénarios qui ont été présentés. Je vous présente maintenant le résultat des votes. Alors tout simplement, les personnes présentes, que ce soit les riverains le 30 septembre ou devant les pèlerinais, qui étaient moins nombreux que les riverains, eh bien, ils devaient attribuer une note au scénario progressive, scénario en donnant la note de 1 pour leur scénario préféré, jusqu'à 6 pour celui qui désirait le moins. Donc, donc dans les 2 consultations, la maison médicale, comme M. Moussu l'a dit tout à l'heure, est arrivée en premier. Voilà, assez largement. Ensuite, espace chanson ou parc chanson, ça dépend de la population qui a été sollicitée. Voilà, maintenant je vais passer la parole à M. Labarre qui va conclure sur les principes. Voilà, donc merci. C'est le projet, donc suite à ces deux votes, on s'est réunis une ultime fois au sein de la commission et on a dégagé ce schéma à vous présenter comme c'était prévu. Donc sur le square Chanson, l'aménagement d'une maison médicale et donc qui correspond aux 5 critères, aux plusieurs critères qu'on avait initialement prévus. Donc on conserve bien plus de 50% des espaces verts, les accès, et puis un aménagement sous forme de jeux et autres qui permettent d'augmenter la fréquentation tout en conservant la tranquillité et la convivialité du site. Voilà. Donc, c'est ce qu'on propose au conseil municipal. Maintenant, il faut que ça rentre dans la démarche classique de faisabilité et autres vis-à-vis des services. Une question, Jean-Michel l'a un peu soulevée, c'est aussi quelle suite, comment est-ce que le Conseil souhaite que cette commission Square Chanson perdure, s'il souhaite qu'elle perdure, avec quel rôle. Et puis, je sais que vous n'en parlez pas, mais il y aura quand même un petit côté juridique à valider sur ce dossier. Petit. Mais néanmoins, de ma part, je laisserai Jean-Michel exprimer son sentiment. Ce fut un certain nombre de réunions où on a pu échanger, débattre. Il y avait
des élus des différentes listes. Il y avait 3 pèlerinets qui étaient là aussi, voilà, donc ça s'est passé dans une ambiance studieuse, conviviale, respectueuse, sur laquelle on a pu innover, comme le disait Madame Doucet, sur les modalités de vote. Voilà, donc un exercice intéressant. Je valide les propos, oui, tout à fait. C'était très positif et très encourageant quand on est dans une démarche pour les citoyens, quoi, de vraiment faire quelque chose pour la commune et de ramener les choses au dialogue et non pas au conflit. Voilà, c'est ça qui était très positif. Ouais, ça ne change pas mes idées pour certaines choses, mais voilà. Et dernier point, je tire mon chapeau au travail qu'a fourni Karine Lécuyer dans l'animation et dans tout le back-office sur le sujet. Oui, on a beaucoup de chance d'être bien appuyé par Karine, effectivement. Alors, je pense qu'on en a parlé un petit peu, nous, entre nous. Ça serait bien que cette commission persiste. Alors, évidemment, il y aura un aspect retour vers les études, enfin, l'étude de faisabilité qu'il y a, mais sans spoiler. Je pense que c'est aussi un outil de dialogue à poursuivre avec les riverains. Et on ne sera pas trop de cette commission. Voilà. Très bien, moi je ne peux que saluer cette commission, parce qu'effectivement elle est partie de bien loin. Hein. Rappelez-vous, c'était au premier mandat où, je me rappelle, j'étais présent à la présentation du projet. Hein. Alors moi j'avais pas de sabre, mais il y en avait un qui avait un sabre et qui a voulu sabrer, et puis il s'est fait sabrer en fait. Donc voilà, donc là je remercie encore tous les membres de la commission d'être arrivés à ce travail, d'avoir apaisé un petit peu les riverains, les pèleriniers, d'avoir abouti à quelque chose quand même qui est bien. Enfin, c'est un joli travail, de jolis projets. Donc bravo encore. Et puis on avait discuté avec Brigitte, effectivement. J'ai souhaité, mais là c'est partagé par tout le monde, que cette commission perdure et puisse travailler donc toujours sur ce même propos. Voilà, bravo encore. S'il n'y a plus... Oui, Monsieur Michneau. Oui, effectivement, mes camarades se sont très bien sortis de la présentation. Il n'y avait pas besoin qu'on soit si nombreux. Effectivement, Karine Lécuyer a bien géré l'aspect. Je voudrais quand même souligner aussi l'effort qui a été fait par notre collègue du Nouvel Élan, je crois qu'il faut appeler un chat, qui a beaucoup travaillé sur les plans et qui a beaucoup fait pour ces travaux-là. Nous, on a un principe, c'est de respecter la démocratie. Alors, on a effectivement plein d'interrogations sur la faisabilité du projet, sur l'aspect juridique. On est relativement optimiste, on continuera à apporter notre contribution, mais je tenais à ce que Pierre Chicot, puisque j'ai sa permission pour le nommer, soit aussi mis en avant pour l'aide constructive à ce projet-là. Très bien. Alors, avant de passer aux questions, juste un petit point, c'est lorsqu'on cite un agent, à la limite, on cite soit sa fonction, soit son prénom, mais on évite de citer son nom. Voilà, c'est juste un petit point, il faut faire attention pour les fois prochaines. Très bien, donc nous allons passer aux questions. Il y a une question pour AEP, une question pour Nouvel Élan. La première que j'ai en face de moi, c'est AEP. Donc si vous voulez... Autrement, je la lis si vous voulez. Ah, pardon. Vous communiquez sur le fait que les travaux du futur pôle sportif vont débuter courant du premier semestre 2024. Traditionnellement, les pèlerinés ont lieu en juin sur ce site. Qu'en sera-t-il pour 2024 ? Voilà, réponse très courte. Hein. Alors, nous sommes, alors surtout Jackie Plénaud, qui est en relation avec le Serious Road Trip. Donc, il n'y a pas de problème pour cette année. Donc,
ça se passera toujours au même endroit. Et pour les années suivantes, donc il y a un terrain qui est commencé à être en ligne de mire, c'est celui qui est en face de Cassin, donc un des terrains que nous avons acheté et qu'on aménagera pour les fois prochaines. Voilà. Mais pour cette année, il n'y a pas de problème, ils seront toujours au même endroit. Question Nouvel Élan ? Alors la question est un petit peu longue, excusez-nous, mais ça demandait la présentation d'un contexte. Le 1er janvier 89, alors que la loi ne l'imposait pas encore aux collectivités territoriales, la première déchetterie de Nantes Métropole ouvrait ses portes à Saint-Jean-de-Boiseau. Depuis lors, les pèleriners sont nombreux à l'utiliser pour la collecte, pour trier leurs déchets, ce que personne ne conteste comme étant très bon pour la planète et notre environnement. Lors du Conseil métropolitain du 6 octobre 2023, une délibération a acté sa fermeture au second semestre 2025 après l'agrandissement et la réhabilitation de la déchetterie nouvelle génération de la Montagne, seule commune qui semblait disposer du foncier nécessaire à sa réalisation. Monsieur le maire, vous êtes intervenu lors de ce conseil métropolitain pour faire part de votre réserve quant à la fermeture du site de Saint-Jean-de-Boiseau, impliquant l'allongement de la distance pour s'y rendre, en particulier pour les pèleriners les plus éloignés du bourg, ce qui peut faire jusqu'à 20 km aller-retour. Nous ne pouvons que vous rejoindre sur ce point, une fois n'est pas coutume. Vous avez demandé que la déchetterie de Saint-Jean-de-Boiseau ne soit pas fermée, malheureusement, ce qui nous semble peu réaliste. Par contre, nous souhaiterions participer à un groupe de travail pour échanger sur des solutions alternatives pour contribuer à éviter les dépôts sauvages et le brûlage des déchets verts. Seriez-vous d'accord pour l'organiser et faire remonter ces propositions auprès de Nantes Métropole ? Alors, faire remonter ces propositions me paraissent également peu réalistes, mais je suis entièrement d'accord. Alors, ce que je vous propose, M. Michneau, et même les autres, donc AEP également, c'est plutôt que de faire tout de suite une commission, c'est peut-être de se réunir à 2 ou 3 et de regarder un petit peu dans quelle direction on peut aller. Et après, si effectivement on a besoin de créer une commission, on le fera sans aucun problème. Mais je rappelle quand même que les déchets sont une compétence métropolitaine. Alors là, vous rappelez la fois où je suis intervenu, mais je suis intervenu d'autres fois également en conseil métropolitain et en conférence des maires, conférence des maires qui n'est pas filmée, mais pour dire ma préoccupation, surtout que si j'ai bien compris, la déchetterie de Rouen devrait également fermer. Donc là, ça va être... elle est déjà fermée, voilà. Donc à mon avis, ça va être très compliqué, mais Madame Copé, pour elle, il y aura pas de problème. Ce que je souhaite, je préfère que tout le monde aille à la nouvelle déchetterie de la Montagne plutôt que de retrouver tout ça dans nos fossés. Donc je vais reprendre contact, on va vous envoyer un courrier, et puis on va regarder, on se met à 2 ou 3, on regarde ce que l'on peut faire. S'il y a besoin d'une commission, on la fait, et puis voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien, écoutez, nous sommes arrivés au terme de ce conseil municipal. Je vous remercie de ces échanges. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le prochain conseil est prévu le 25 mars. Et ben voilà, le 25 mars, tout est dit. Voilà. Ah voilà, bon anniversaire Brigitte. Donc et à bientôt, très bonne soirée, au revoir.